Coucou les poussins! Bienvenue dans ce nouvel épisode Chair de Poule, spécial histoire de Noël. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. À partir de maintenant, je vais organiser à la sortie de chaque épisode Chair de Poule un concours où je fais gagner à l'un d'entre vous un petit cadeau, à savoir une carte cadeau de 10 € parmi une sélection de cartes définies. Pour participer au concours, ce n'est pas très compliqué. Vous avez juste à être abonné à ma chaîne, me laisser un commentaire sous cette vidéo, participer à mon sondage pour deviner quelle est l'histoire que j'ai inventée, comme beaucoup parmi vous le font déjà, et mettre un commentaire avec votre choix sous le post du sondage. Au moment de la sortie de la vidéo spoiler, je tirerai au sort une personne parmi celles qui ont trouvé la bonne réponse et elle gagnera la carte cadeau. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. 10 € c'est pas grand chose, mais voilà, j'avais envie de vous récompenser pour votre soutien et de rendre l'attente pour l'épisode spoiler plus excitante. Bonne chance à tous! J'en ai fini pour cet aparté. J'espère que ces 3 histoires spéciales Noël vous plairont. Et c'est parti! Première histoire, l'invité de Noël. C'est l'histoire de Dimitri qui raconte que cet événement s'est déroulé le soir de Noël, en 2012 lorsqu'il était encore adolescent. À l'époque, il vivait avec sa famille dans une maison sur 2 étages. Ses parents louaient le rez-de-chaussée et il y a eu plein de locataires différents au fil des années. Dimitri dit que quelques jours avant Noël, un nouveau locataire qui s'appelait Paul a emménagé. Il était assez réservé et était âgé de 30 ans. Le locataire parfait pour ses parents, car il préférait avoir en dessous de chez eux quelqu'un de calme. Sauf que 2 jours après son arrivée, ils entendaient beaucoup de bruit pendant la nuit, comme des bruits de portes qui s'ouvraient et qui se fermaient de manière brutale et plusieurs fois d'affilée. Ou encore différents sons de personnes parlant fort ou en train de se disputer. Un soir, son père, vraiment agacé, est descendu pour voir ce qui se passait et dire à Paul de faire moins de bruit. Dimitri dit que c'est à ce moment-là que son père a commencé à se méfier du locataire. Le soir du réveillon, toute la famille de Dimitri était présente. La table de la salle à manger était décorée pour l'occasion et les 20 chaises étaient occupées. Dimitri avait un oncle, Jack, qui était un gros fumeur. Et pendant la soirée, il est allé plusieurs fois fumer dehors. Pendant le plat principal, il est allé fumer à l'extérieur une nouvelle fois et il a oublié son téléphone sur la table à manger. Comme son téléphone a sonné plusieurs fois, le père de Dimitri a fini par lui dire « Cours apporter à ton oncle son téléphone, ça doit être urgent. » Dimitri a donc pris le téléphone de son oncle et est descendu. Néanmoins, avant de franchir la porte d'entrée, il s'est arrêté car il a remarqué que la porte de derrière était ouverte. Il précise que lorsqu'on entrait dans la maison, il y avait un petit couloir avec 3 portes. Une porte qui menait à l'appartement du rez-de-chaussée, la porte d'entrée, et enfin un long couloir qui menait à la porte de derrière. Comme la porte de derrière était ouverte, Dimitri s'est dit que son oncle avait dû aller fumer là. Le téléphone continuant de sonner, il s'est donc précipité vers l'arrière-cour pour le donner à son oncle. Sauf qu'une fois dehors, aucun signe de lui. Au moment où Dimitri était sur le point de s'en aller, il a entendu un bruit provenant de l'abri de jardin. Voyant que la porte était ouverte, il a alors crié « Oncle Jack, c'est toi ?» Il a alors vu quelqu'un sortir de la cabane. Il dit qu'il faisait trop sombre pour qu'il puisse bien voir, mais il était persuadé que c'était son oncle. Ce dernier a commencé à avancer vers lui d'un pas rapide. Au début, Dimitri s'est dit qu'il avançait vite parce qu'il était pressé de répondre à son téléphone. Mais plus il se rapprochait, plus le visage de son oncle était éclairé par les lumières de la maison. Dimitri a fini par apercevoir son visage et s'est rendu compte que cette personne n'était pas son oncle, mais le locataire de l'étage d'en dessous, Paul. Il dit qu'à cause de la manière dont Paul s'approchait, il avait l'air menaçant. Dimitri a donc tourné les talons, a couru vers la porte arrière et une fois à l'intérieur, l'a claqué au visage du locataire. Puis il s'est dirigé vers la cour avant et a aperçu son oncle Jack en train de fumer. Il lui a donc raconté ce qui s'était passé, en précisant que le locataire Paul avait foncé sur lui de manière menaçante. Dimitri dit que son oncle était le genre de personne à ne pas prendre au sérieux ce qu'il lui racontait. Et il n'aimait pas non plus la confrontation. Dimitri est resté dehors avec son oncle jusqu'à ce qu'il finisse sa cigarette, car il ne se sentait pas du tout à l'aise. Ils sont ensuite rentrés ensemble et se sont remis à table. Dimitri a dit ensuite à son père « Papa, il y avait le locataire qui était dans l'abri de jardin, et quand il m'a vu, il a foncé sur moi. » Après qu'il ait dit ça, plus personne à table n'a prononcé un mot. Son père semblait un peu inquiet, mais sûrement pour ne pas plomber le reste de la soirée de Noël,
Il a préféré attendre que la plupart des gens soient partis pour aller parler au locataire. Mais lorsque le père de Dimitri a frappé à la porte de Paul, ce dernier n'a pas répondu. Le père de Dimitri s'est alors rendu dans l'arrière-cour, mais n'y a vu personne. Quelques heures plus tard, les dernières personnes qui restaient sont rentrées chez elle, et ses parents, ainsi que sa sœur, sont allés se coucher. Dimitri, lui, est resté dans le salon, près du feu et du sapin. Et il a regardé un film de Noël. Il dit qu'il a fini par s'assoupir sur le canapé, car il se souvient s'être réveillé en sursaut après avoir entendu un craquement qui provenait des escaliers. Dimitri était trop fatigué pour se retourner, et il s'est dit que ça devait sûrement être sa mère, son père ou sa sœur. En plus de ça, il dit que le sapin bloquait la vue sur les escaliers. Il y avait des tapis partout à leur étage. Dimitri ne pouvait donc pas entendre où les pas se dirigeaient. Mais il a ensuite entendu la porte du couloir s'ouvrir. Il s'est alors dit que ça devait sûrement être sa sœur et est allé retourner se coucher. Le feu de la cheminée commençait à s'éteindre et le film qu'il regardait était terminé. L'horloge sous la télévision indiquait 1h du matin et il s'était dit que comme il était bien installé, il allait passer la nuit ici. Quelques minutes plus tard, il a entendu comme un bruissement à côté du sapin. Comme si une décoration de Noël était tombée de l'arbre. Dimitri était sûr que c'était quelqu'un qui venait de la faire tomber. Il s'est alors retourné pour regarder le sapin, mais rien ne semblait avoir bougé. Il s'est donc remis sur son autre côté et a vu un homme au-dessus de lui, qui était légèrement penché. Dimitri dit que sa première réaction a été de crier, puis il a scruté le visage de l'individu pour voir si c'était son père, mais lorsqu'il a réalisé que ce n'était pas lui, mais Paul, le locataire d'en dessous, il s'est mis à hurler encore plus fort. Le locataire a essayé de lui couvrir la bouche, mais il a vite réalisé que c'était trop tard et que tout le monde dans la maison l'avait forcément entendu. Paul a alors foncé vers les escaliers au moment où le père de Dimitri est sorti de sa chambre. Le père de Dimitri l'a coursé, mais Paul a eu le temps de démarrer sa voiture et de s'en aller. Dimitri pense que le locataire s'était penché sur lui pour bien vérifier qu'il dormait, pour pouvoir les cambrioler. Par chance, les parents de Dimitri avaient des photocopies de la carte d'identité de Paul et d'autres informations importantes qui leur ont permis de le retrouver et de porter plainte contre lui pour être illégalement entré chez eux. Dimitri dit que Paul a été condamné par la suite. Malgré tout, il dit que cet incident l'a énormément traumatisé. Deuxième histoire, cadeau surprise. C'est l'histoire de Juliana qui raconte que cet événement a eu lieu il y a environ 2 ans. Elle avait 23 ans à l'époque et précise qu'elle est suédoise et qu'elle étudiait à New York à ce moment-là. Elle dit que pour des raisons financières cette année-là, elle ne pouvait pas rentrer en Suède pour fêter Noël avec sa famille. Elle a donc décidé de le célébrer avec quelques amis qui étaient dans la même situation qu'elle. Comme Juliana était celle qui avait le plus grand appartement, il était convenu qu'ils fêtent Noël chez elle. C'était un 2 pièces et ça faisait 5 mois qu'elle y habitait. Le 24 décembre au soir, ses 4 amis, Jade, Lila, Amy et Antonio, sont venus chez elle comme prévu et ont tous déposé leurs cadeaux de Noël sous le sapin. Comme Juliana n'avait qu'une petite kitchenette pour cuisiner, ils se sont rendus après l'apéro chez un traiteur pour acheter à emporter. Juliana raconte qu'ils passaient tous une super soirée jusque-là. Arrivé minuit, ils ont commencé à distribuer les cadeaux. Après avoir ouvert ces 2 cadeaux, Juliana a remarqué qu'il restait un dernier paquet tout au fond sous le sapin. En s'approchant, elle a aperçu une étiquette en forme de cœur avec son prénom écrit dessus. Elle a donc dit « Oh, un dernier cadeau pour moi! Je suis vraiment gâtée! C'est de la part de qui ?» Sauf que tous ses amis lui ont répondu que ça ne venait pas d'eux. Intriguée, Juliana a récupéré le paquet et l'a regardé plus en détail. Il était assez lourd et faisait la taille d'un grand livre. Elle a déchiré le papier cadeau et a découvert un magnifique album photo en cuir avec des rayures dorées. Elle dit que sur le moment, elle a pensé que ses 4 amis faisaient exprès de lui faire croire que ça ne venait pas d'eux pour lui faire la surprise. Sauf que lorsqu'elle l'a ouvert, elle a vu écrit sur la première page « Je n'ai Dieu que pour toi ». Ça ne pouvait donc pas être l'un ou l'une de ses amis, car pour commencer, ils avaient tous quelqu'un dans leur vie, et ensuite, ça n'a jamais été ambigu entre eux. Juliana a alors pensé que peut-être que l'un d'entre eux a fait parvenir ce cadeau pour quelqu'un qui avait le béguin pour elle. Elle a ensuite commencé à le feuilleter et a vu plein de photos d'elle, seule ou avec ses amis. À la fac, à des soirées, à la bibliothèque, en cours. Juliana précise que les photos étaient sublimes. C'était clairement une personne qui s'y connaissait en photographie. Ce qui était un peu dérangeant, c'est qu'à aucun moment sur les clichés, elle avait conscience d'être prise en photo.
Elle trouvait ça vraiment étrange et se demandait qui pouvait être cet admirateur secret. Mais arrivée aux pages suivantes de l'album photo, il y avait à nouveau des photos d'elle, mais cette fois-ci, on la voyait marcher seule, dans la rue le soir, en train de monter dans un Uber, attendre à un feu rouge, ou encore assise dans le métro. Juliana commençait à trouver ça vraiment flippant. Certes, au début c'était mignon, mais là, plus vraiment. Elle a continué à tourner les pages de l'album et est tombée sur une nouvelle série de photos d'elle. Cette fois-ci, elle a vraiment paniqué. On pouvait la voir toute seule à la fenêtre de chez elle ou dans son lit en train de dormir. Juliana a montré les photos à ses amis et leur a dit « Je ne sais pas si c'est l'un d'entre vous ou quelqu'un que vous connaissez qui a pris ces photos, mais ce n'est vraiment pas drôle. » Tous ses amis ont regardé les photos aussi choqués qu'elle et ont affirmé qu'aucun d'entre eux n'avait apporté l'album. Ils ont donc tous essayé de comprendre comment l'album avait fait pour arriver là et surtout qui en était l'auteur. Ce qu'ils savaient par contre, c'était que c'était clairement un stalker et qu'il avait réussi à s'introduire chez Juliana. Vers 2h du matin, tous les amis de Juliana sont rentrés chez eux. Elle dit qu'elle n'a quasiment pas fermé l'œil de la nuit, se demandant sans cesse qui était ce mystérieux stalker et à quel point il pouvait être dangereux. Elle avait aussi très peur qu'il s'introduise chez elle ce soir-là. Le lendemain matin, en ouvrant sa boîte aux lettres, elle a vu une enveloppe avec un mot dedans. Dessus, il était écrit « Alors, il te plaît mon cadeau ?» À ce moment-là, elle a lâché le mot et son cœur a commencé à s'emballer. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle s'est dit alors qu'il fallait qu'elle aille porter plainte. Sauf qu'elle n'avait aucune preuve à part les photos et ce mot. Et en plus, étant étrangère, elle n'avait pas du tout envie d'aller au commissariat car elle ne savait pas du tout comment procéder et ça la stressait énormément de faire ça. Et elle n'avait aucune idée de l'identité du stalker. Elle a passé l'après-midi à réfléchir et elle a fini par se rappeler d'un événement marquant. Un mois après avoir emménagé, elle avait égaré ses clés. Elle avait fouillé partout chez elle, mais sans succès. Pensant qu'elles étaient perdues pour de bon, elle avait appelé son propriétaire pour faire changer la serrure. Il lui avait passé un nouveau trousseau en attendant. Quelques jours plus tard, alors qu'elle mettait un peu d'ordre dans sa chambre, elle était tombée sur un gros blouson qu'elle n'avait pas porté depuis belle lurette. Et avant de le ranger au fond de sa penderie, elle avait fouillé les poches. Juliana faisait souvent ça, car lorsqu'elle tombait sur des vestes qu'elle portait rarement, ça lui arrivait de trouver de l'argent à l'intérieur. Sauf qu'en mettant sa main dans la première poche, ce n'était pas de l'argent qu'elle avait trouvé, mais son trousseau de clés. Juliana n'en revenait pas. Comment c'était possible? Elle n'avait pas porté ce blouson depuis qu'elle avait emménagé ici. Elle dit qu'après ça, elle a donc prévenu le propriétaire pour lui dire que c'était plus la peine de faire changer la serrure. Avec cette histoire de stalker, Juliana en était persuadée. Quelqu'un avait dû lui piquer ses clés pour en faire un double, puis était venu les remettre chez elle. Mais qui ça pouvait être et à quel moment ça avait pu arriver? Juliana était en train de passer en revue toutes les personnes qui avaient mis les pieds chez elle et qui auraient pu lui faire ça. La liste était très courte. Le propriétaire, 2 de mes amis... D'un coup, ça lui est revenu. Un jour, un livreur Amazon était venu lui livrer une nouvelle télévision. Il avait été super gentil, il lui avait proposé de déposer sa télé dans sa chambre. Sauf qu'après l'avoir déposée, le livreur l'avait dragué lourdement et avait insisté pour avoir son numéro. Juliana se rappelle qu'elle avait vraiment eu du mal à le faire partir. Avec tout ce qui s'était passé, elle était quasi sûre que c'était lui qui avait pris ses clés. Mais comme elle avait un doute et qu'elle n'avait pas du tout de preuves, elle a préféré ne pas porter plainte et a déménagé par la suite en colocation avec une amie. Mais à la fin de cette histoire, elle précise qu'1 an après cet événement, elle a à nouveau reçu un album photo avec plein de photos d'elle récentes dans sa boîte aux lettres. Des photos d'elle marchant dans la rue, en train de boire des verres avec des amis, danser à des soirées. Par contre, ce qui l'a rassurée un peu, c'est qu'il n'y avait aucune photo d'elle en train de dormir. Mais voilà, le stalker continuait à la suivre et savait où elle habitait. Elle explique que c'est pour cette raison qu'elle est venue sur Reddit, pour qu'on la conseille sur quoi faire. Sauf qu'après que plusieurs personnes l'aient conseillé dans les commentaires, elle n'a plus jamais donné signe de vie. 3e histoire. Le Père Noël Est une ordure. C'est l'histoire de Lévis qui dit qu'il avait 16 ans lorsque cet événement s'est passé. Il est le plus âgé de sa fratrie et à l'époque sa sœur avait 11 ans et ses 2 petits frères 7 et 8 ans. Il raconte que ses parents et leur groupe d'amis faisaient partie d'un club destiné aux personnes riches et il ajoute Snob. Le club organisait chaque année une soirée de Noël en décembre dans une caserne de pompiers grande et chic. Lewis dit qu'évidemment pour les enfants de l'âge de ses petits frères, il y avait toujours une personne qui se déguisait en Père Noël et venait distribuer les cadeaux qui se trouvaient dans un sac posé sur une chaise recouverte d'une couverture rouge. Cette année-là, c'est le meilleur ami de son père, Otis, qui
devait jouer le rôle du Père Noël. Lewis dit qu'il était assis à leur table et que quand le moment est venu pour lui d'enfiler son costume, il s'est éclipsé à l'extérieur pour pouvoir le mettre discrètement. Lewis raconte que ce soir-là, 20 enfants étaient présents et qu'aucun d'entre eux n'a vu Otis s'en aller. Tout le monde passait un bon moment. Les gens discutaient entre eux, les enfants jouaient par terre au milieu de la pièce principale. À un moment, la porte de la caserne de pompiers s'est ouverte, suivie de bruits de clochettes. Tous les enfants se sont levés et ont crié « Oh, c'est le Papa Noël !» Puis, Otis est apparu, mais il était vêtu d'un costume de Père Noël vraiment pas terrible. On aurait dit un déguisement bon marché, acheté à la va-vite dans le premier magasin de costumes trouvé au hasard. Lewis dit que ça n'avait vraiment rien à voir avec le costume de Père Noël de l'année dernière. Le chapeau et la barbe, ça allait, mais le déguisement faisait vraiment pas de gamme comparé à celui qu'il avait l'habitude de voir. Otis a gloussé et a dit à voix haute « Ho 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 !» Lewis dit qu'il était impressionné par le changement de voix d'Otis. Puis il a vu les amis de ses parents chuchoter entre eux, pendant que Otis était en train de prendre le sac rempli de cadeaux. Tout en prenant sa voix de Père Noël, il a dit « Je reviens tout de suite avec les cadeaux. » Lewis dit que Otis avait vraiment l'air différent dans sa manière de marcher et de parler. Otis a ensuite franchi la porte d'entrée avec le sac de cadeaux et c'est à ce moment-là que le père de Lewis et quelques autres personnes ont couru après lui en hurlant. « Hé, attends! Reviens ici !» Lewis n'a pas compris ce qui se passait sur le moment jusqu'à ce que sa mère lui dise « Ce type, ce n'est pas Otis. » Lewis dit que sûrement pour se sentir utile ou important, il a couru dehors jusqu'au parking pour rejoindre son père et les autres. Il les a alors vus regarder partout autour d'eux, abasourdis. L'homme déguisé en Père Noël avait disparu. Mais ce qui les inquiétait le plus, c'était de savoir où se trouvait Otis, car en plus, la voiture d'Otis n'était pas là non plus. Lewis leur a ensuite demandé « Vous êtes sûr que ce mec n'était pas Otis ?» Et ils ont tous répondu que oui, ils en étaient sûrs. Le père de Lewis a essayé de joindre Otis sur son téléphone portable, mais il tombait à chaque fois sur sa messagerie. Après un moment, ils ont aussi tenté d'appeler chez lui, mais aucune réponse. Ils se sont alors mis à le chercher partout dans la zone. Mais voilà, Otis restait introuvable. Lewis et son père ont fini par retourner à la caserne de pompiers pour rejoindre sa mère et ses frères et sœurs. Entre-temps, tout le monde était rentré chez eux. Lewis attendait sa famille à l'extérieur lorsqu'il a entendu un cri au loin qui disait « À l'aide !» Ça provenait de la forêt. Lewis a alors couru vers les bois tout en hurlant. « Otis, c'est toi ?» Il a entendu une nouvelle fois. « À l'aide !» Lewis en était sûr. C'était bien Otis. Il a donc continué à courir dans la forêt en suivant les cris d'Otis. Et il a finalement réussi à le trouver. Otis était attaché à un arbre. Il était dans un sale état. Du sang coulait sur son visage. Il avait une énorme blessure au front, comme si on l'avait frappé avec un objet lourd. Lewis l'a détaché en utilisant une clé et Otis s'est relevé en titubant. En arrivant sur le parking, Otis s'est mis à hurler en voyant que sa voiture n'était plus là. Il a ensuite raconté à Lewis ce qui s'était passé. Lorsqu'il est sorti du bâtiment pour se changer en Père Noël, il a été assailli par 3 hommes qui portaient des masques. Un des types lui a frappé le visage avec quelque chose de métallique à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Et lorsqu'il a repris conscience, il était attaché à cet arbre dans le froid. Lewis dit que ça paraît dingue que ces 3 types aient pu mettre en place un plan comme ça, où ils ont mis en danger la vie de quelqu'un pour voler des cadeaux destinés à des enfants. Et pour couronner le tout, ils ont également volé la voiture d'Otis d'une valeur de 50 000 $. Lewis dit que son père et Otis ont signalé à la police ce qui s'était passé et ont bien sûr porté plainte par la suite, mais malheureusement les criminels n'ont jamais été retrouvés. Lewis ajoute qu'Otis s'est rendu à l'hôpital ce soir-là et il s'est avéré qu'il a eu un traumatisme crânien à cause des coups qu'il a reçus et qu'il aurait pu y passer. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est celle que vous préférez. Pour participer au concours, n'oubliez pas de laisser un commentaire sous cette vidéo et de participer au sondage tout en me laissant un commentaire sous le sondage en me précisant quelle est l'histoire que vous pensez que j'ai inventée. Je tirerai au sort un gagnant parmi les personnes qui ont eu la bonne réponse. Et encore une fois, j'espère que ça vous fera plaisir. Et si le sondage est terminé, la vidéo spoiler est disponible ici. La citation du jour est « La peur est souvent un plus grand mal que le mal lui-même ». Au revoir les poussins et une très bonne année.